Patrice Noailles. Vous avez besoin de slides, oui, monsieur ? si possible. Peut-être vous allez... Il faut que je descende avant. Oui, c'est ça. C'est plus confortable avec vos slides. Vous m'entendez ? Oui. Ou 13, entre les deux. Donc on va prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'opérationnel et à la réalité à court terme de la crise pour voir ce qu'on peut dire de l'évolution technologique et de la concurrence entre la Chine et l'Occident, plus exactement l'Europe et les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, et du rôle des multinationales chinoises dans l'acquisition de technologies par la Chine. Et j'ai intitulé ça, comme c'était dans l'air du temps, est-ce que l'Occident est menacé d'un krach technologique du même style qu'un krach boursier? Réponse à laquelle je réponds d'emblée. Probablement pas, parce que de toutes les façons, les procédures sont beaucoup plus longues que dans le domaine financier, où ça se passe en quelques mois, alors que le domaine technologique est un domaine assez long. Pour faire introduire le sujet, quelles sont les sociétés dont on parle en matière d'innovation et de grandes multinationales chinoises? J'en ai fait un petit tableau, peut-être incomplé, je l'espère pas trop, et qui montre que ces multinationales, dans ce qu'on appelle traditionnellement la haute technologie, c'est-à-dire les TIC, technologies de l'information et de la communication d'une part, et d'autre part dans le domaine des biotechnologies, il n'y en a pas en biotechnologie, en tout cas j'en ai pas trouvé qui ait une visibilité mondiale. En matière de TIC, des sociétés comme TCL, Haier, Lenovo, Huawei et ZTE sont toutes à la fois des sociétés importantes dans leur secteur, parfois des leaders dans leur secteur, mais de taille relativement modeste au total. Quand vous comparez un TCL à un Samsung ou à un Sony, on n'est pas dans le même ordre de grandeur aujourd'hui en termes de puissance. Ça ne veut pas dire que sur le marché des téléviseurs, TCL ne soit pas le leader mondial, mais ça veut dire quand même qu'on ne parle pas en matière de maîtrise technologique, du même niveau de maîtrise technologique. Le deuxième point que je remarque, c'est qu'il y a un vrai géant dans tout ça, c'est China Mobile, qui est le numéro 1 mondial, sans aucun doute, par le nombre d'abonnés, pas par le chiffre d'affaires, du fait de la valorisation du yuan vis-à-vis du dollar. Mais sans aucun doute, c'est un acteur majeur du futur dans ce domaine-là, à condition qu'il sache s'internationaliser, ce qu'il devrait pouvoir faire le jour venu. Je remarque une autre chose commune à toutes ces sociétés, elles datent des années 80 et elles ont été créées à l'initiative de l'État chinois, généralement en liaison, on va le voir dans le slide suivant, en liaison avec l'Académie des sciences, qui en Chine, je le rappelle, est une sorte de conglomérat avec d'abord 700 membres, donc qui représente ce que nous on a en France sous forme d'Académie des sciences, peut-être de commissariat général au plan, un peu de CNRS, un peu de ministère de la Recherche et peut-être un peu de direction générale de l'industrie qui serait capable d'investir et de créer des entreprises, ce que a fait dans le passé cette Académie des sciences. Cette Académie des sciences a été à l'origine de la pensée, ou en tous les cas a concrétisé la réflexion et la pensée et la stratégie de la Chine pour acquérir des technologies depuis une trentaine d'années, avec des antécédents et des parallèles qu'on a déjà vus, puisque le processus chinois n'est pas un processus nouveau en matière de développement technologique, il a été suivi déjà par d'autres pays. D'abord, on pourrait dire par l'Allemagne au XIXe siècle, qui a été tout au début un pays qui a rattrapé l'Angleterre et la France en matière de technologie, puis plus récemment par le Japon, et encore beaucoup plus récemment par les quatre dragons d'Asie, avec une différence majeure qui est son importance et son volume. Évidemment, parler de 50 ou 100 millions d'habitants, c'est pas pareil que de parler de 1 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard.
Alors, les éléments qui ont allumé, je dirais, la crainte de la perte d'avantages technologiques, ou en tous les cas du krach technologique en Occident, il y en a plusieurs, il y en a deux importants. Un, c'est la montée en puissance de la recherche en Chine, à la fois publique et privée, qui globalement aujourd'hui semble être à la moitié de ce que font les États-Unis, mais si on tient compte des évaluations différentes des monnaies, sont probablement beaucoup plus proches. Cela représente effectivement à terme une menace, en tout cas ça peut apparaître. Deuxième élément important, c'est l'évolution de la formation, avec un accroissement considérable du nombre d'étudiants et de diplômés depuis le début des années 2000. Là aussi, dans le même temps, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un déficit d'étudiants dans le domaine de sciences et techniques, et notamment d'étudiants américains. Alors, quand vous ajoutez les deux, les Américains ont lancé toute une série de programmes d'études sur le sujet, comment répondre à ce qui peut apparaître comme un défi. Mais j'ajoute que cette machine à innover qui est en train de constituer la Chine, incontestablement, elle a encore des faiblesses, et c'est normal puisqu'elle est récente. Elle en a au moins une qui est la faiblesse, le poids de la partie étatique de l'économie et la faiblesse de la partie entrepreneuriale pure. Alors tout ça est en train de changer, et on l'a dit tout à l'heure, ça change tous les ans, et ce qui était vrai il y a 2 ou 3 ans l'est un peu moins aujourd'hui, mais il est certain que quand on regarde les problèmes d'innovation dans l'ensemble des pays du monde, sur ce point de l'entrepreneuriat d'une part, sur le point des modes de financement, de la circulation de l'information et de la compétition ouverte, il y a à la fois des points très positifs mais des points en retard qui font que ça ne basculera pas du jour au lendemain ni en quelques années. Mais par contre, ça c'est uniquement un point sur la R&D, par contre il est certain que la Chine et l'Inde d'une certaine manière de la même façon vont prendre une part croissance dans à la fois la richesse mais aussi dans la technologie et dans l'innovation. Alors, il faut bien voir que la conséquence de la production, c'est simplement le produit national brut. La conséquence de la technologie et de l'innovation, ce sont les rapports de prix entre les monnaies. À long terme, il n'y a aucun doute que les pays qui ont une forte technologie ont un rapport de monétaire, enfin une valorisation monétaire meilleure. C'est ce qui fait aujourd'hui, avec en plus la puissance militaire, la valorisation du dollar. C'est ce qui fait la valorisation de l'euro, et c'est ce qui fera demain la valorisation du yuan et d'autres monnaies asiatiques. Ceci étant dit, bien sûr, les circonstances particulières économiques peuvent influencer pendant 10, 20 ou 30 ans, ce qui est très long à l'échelle humaine, mais ce qui, à l'échelle de l'histoire, n'existe pas. L'exemple du Japon est un bon exemple. Le Japon, en raison d'un certain nombre de problèmes depuis 20 ans, est en difficulté économique, mais il n'empêche que le Japon est aujourd'hui un pays, en termes technologiques, comparable aux pays occidentaux. Alors, pour résumer tout ça, il faut regarder l'histoire longue. Il y a 6000 ans, le pays leader en innovation, c'était la Mésopotamie, qui, je vous rappelle, a inventé, il y a 6000 ans, donc, l'écriture et la roue. Il était en compétition avec l'Égypte, ça c'est connu de l'histoire. Il n'était certainement pas en compétition directe avec l'Inde et la Chine, mais on peut penser, compte tenu des peu d'éléments de connaissances qu'on a dans le domaine, mais on peut penser que la Chine et l'Inde étaient aussi dans les compétiteurs. La Méditerranée était une zone qui suivait très largement la Mésopotamie. Les pays sont classés, vous le voyez, en fonction du degré d'innovation et du niveau de vie estimé. Tout ça avec 6000 ans d'écart, évidemment, est assez approximatif. Mais si on suit l'évolution, on peut le faire dans le détail, au XIXe siècle, on a un pays, une zone qui est l'Europe de l'Ouest, en fait 3 ou 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie du Nord et la Grande-Bretagne, qui sont les grands innovateurs et qui ont une puissance économique et une richesse incroyable par rapport au reste du monde, avec un pays compétiteur qui est déjà très fort et très puissant, ce sont les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'ils vont être à l'origine au moins de 2 révolutions industrielles de la fin du XIXe siècle qui sont l'électronique, le téléphone et d'autre part
l'aviation, je dirais à égalité avec la France au début du XXe siècle, mais ils n'ont pas encore la puissance. Si on regarde maintenant ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qu'on peut estimer se passer aujourd'hui, on a d'une part des zones d'innovation qui sont l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest ayant tendance à peiner dans cette innovation par rapport à l'Amérique du Nord. On a un ensemble de pays qui sont plus ou moins suiveurs et on voit émerger des pays compétiteurs, et tout ça est tout à fait logique, qui sont la Chine, le Brésil et l'Inde, et d'une certaine manière la Russie. Ces 4 pays émergents, qu'on appelle les BRIC, sont en train de se replacer dans la compétition mondiale, et donc il est tout à fait prévisible et naturel que si ces pays continuent à construire une politique d'innovation progressive, qui est forcément longue, parce qu'on va parler en génération, il faudra une génération ou deux, mais en une génération, il est tout à fait probable que la Chine sera au niveau technologique général de l'Occident, et donc la compétition se fera à peu près comme avec les États-Unis ou avec entre les différents pays européens. Je voudrais toutefois mettre un bémol à tout ça, bien que je n'y crois pas, mais il faut être prudent dans ces estimations. Il y a eu dans le passé un certain nombre de prévisions de niveau de vie et d'évolution. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, je crois, l'Indonésie avait demandé un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au motif qu'elle allait avoir, dans ses prévisions, dans les 10 ou 15 ans, un niveau de vie et une puissance économique comparable aux plus grands pays du monde. Et on a bien vu ce qu'il était. Tout cela est fragile. Nous le savons parce que nous avons du mal nous-mêmes à continuer l'innovation. Mais ceci étant, la Chine comme l'Inde sont sur une tendance lourde depuis maintenant 30-40 ans. Et il est très probable qu'ils nous rattraperont. Reste à savoir s'ils arriveront à enclencher l'innovation aussi fortement que l'a fait les États-Unis ou que l'ont fait même le Japon. Merci.